pour cette seconde partie. Vous avez pu quitter effectivement cette pause avec du tronc. Justement, ces cactus, on n'est pas loin des irritants. Les irritants qui sera effectivement le sujet de cette deuxième séquence. Séquence où nous parlerons effectivement de la relation, particulièrement de la réclamation, comme étant une capacité d'identifier ce qui peut être amélioré, voire ce qui peut être innover. À cette table carrée, on a le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Milgram de la direction interministérielle de la transformation publique, Anne-Christine qui nous rejoint également de Lille pour l'écurie, si j'ose dire, Cofidis, et puis Thierry que vous retrouvez, qui était notre monsieur météo réclamation il y a quelques instants. Bonjour. Sur le studio annexe. Bonjour à tous trois. Merci beaucoup d'avoir également accepté, modifié des agendas dans une séquence qu'on sait extrêmement chargée. Voilà pour cette séquence. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on démarre bien simplement, peut-être déjà en faisant une petite présentation de vos maisons, et puis peut-être quel est le lien qu'elles peuvent avoir en particulier avec ces irritants. Cofidis, je pense que dans l'ensemble, on connaît. Je faisais une petite boutade très mauvaise sans doute en parlant de l'équipe de vélo, comme FDJ d'ailleurs. Mais voilà, Cofidis, qu'est-ce qu'on doit connaître de Cofidis, peut-être pour mieux comprendre l'importance d'écouter justement effectivement les irritants clients. Et puis qu'est-ce que vous entreprenez vous-même, Anne-Christine, justement, j'allais dire, pour dynamiser cette marque dont on sait effectivement qu'elle est particulièrement soucieuse d'avoir, je crois que c'est l'expression et même le label de l'Académie du service, et c'est le hasard qui vous réunit aujourd'hui, et qui est effectivement cette notion de collaborateur heureux, client heureux. Équipe heureuse, client heureux. Client heureux, c'est le label qu'a Exactement. obtenu Cofidis il y a 15 jours pour la deuxième fois. Tout à fait. Exactement. 2 fois consécutives. Donc, je suis particulièrement heureuse d'être là aujourd'hui avec vous. Alors, Cofidis, c'est une société donc, qui existe maintenant depuis près de 40 ans, qui est une société qui est basée dans le Nord, donc qui fait des crédits à la consommation, des financements pour acheter donc, avec des partenaires, des produits d'assurance, etc. Et donc, on a 1500 collaborateurs. Et notre ADN, depuis le départ, ça a toujours été l'excellence relationnelle, ça a toujours été de s'occuper du client de la meilleure façon qui soit, en entretenant une relation vraiment de proximité et toujours instaurée donc, dans la confiance. Et puis donc cette proximité, je vous le disais. Et pour pouvoir le faire, on a mis en place un certain nombre de choses, et notamment donc une gestion donc, de la relation avec le client par des parcours clients. Et donc je suis venue aujourd'hui pour vous parler d'un parcours qui s'appelle « Je suis mécontent et je le fais savoir ». Donc je vous expliquerai après pourquoi on a appelé ce parcours de cette façon-là. Et donc ce qui est vraiment dans notre ADN, qui est vraiment très très fort, c'est toujours d'avoir cette symétrie des attentions, parce que comme tu le disais Thierry, il n'y a pas de client heureux sans collaborateur heureux. Et quand on parle de satisfaction du client, on sait très bien que cette symétrie doit être parfaite, et elle doit être aussi entendue avec nos partenaires qui sont très importants. Et donc ma mission au quotidien, c'est d'essayer de capter tous les irritants des collaborateurs, des clients, des partenaires, d'essayer de mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont permettre de traiter ces irritants, voire également de les prévenir, parce que le but du jeu, c'est quand même aussi de les prévenir. Et ça va passer par faire de l'observation du marché, puisque nous, on connaît nos propres irritants, mais on sait très bien que dans la façon de les traiter, il y aura des choses qui sont faites très intéressantes chez nous, mais aussi par ailleurs. Et puis, ça va être aussi un rôle d'animation, puisque traiter des irritants, c'est une animation quotidienne qui doit être faite. Et il y a une façon d'emmener les équipes, de les emmener vers une excellence relationnelle, puisque c'est notre pain quotidien, on va dire. Et on doit amener des animations et de la facilitation pour aider chaque collaborateur à transformer au quotidien les pépins en pépites. Transformer les pépins en pépites, c'est aussi une des missions, si j'ose dire, d'Anne-Sophie, dans un univers qui est dit différent, même si toutes deux, je crois que vous avez une fidélité à vos enseignes, et puis également une notion de service public. Anne-Sophie,
puisque je crois que tu as sévi pendant de nombreuses années chez Pôle emploi notamment, voilà, où tu étais également en charge, donc tu étais directrice de la qualité de service. Voilà, quel est justement le côté de l'administration, si j'ose dire, justement les enjeux relationnels, usagers, et puis en quoi et pourquoi effectivement aller traquer effectivement ces irritants, et puis peut-être quelques spécificités propres peut-être à l'univers de l'administration? Tout d'abord, un service public, on n'y vient pas par hasard, on y vient en tant que citoyen, en tant qu'usager, puisque nous, on ne parle pas de client, on parle d'usager. Et au sein de la direction interministérielle de la transformation publique, justement, on vient en appui des administrations, des opérateurs de l'État, pour les aider à conduire leur mission de transformation et de modernisation de l'action publique. Effectivement, un long parcours dans un des services publics de l'emploi. Et c'est vrai que la question de la gestion des réclamations, la prise en compte des réclamations, la démarche d'amélioration continue, c'est une démarche qui était déjà poursuivie par bon nombre de services publics, avec un nouveau programme de transformation qui a été mis en œuvre et lancé par la ministre Amélie de Montchalin en début d'année 2021, Covid oblige. Ça a été un peu différé. L'idée, c'est d'aller plus loin pour justement toujours mieux appréhender les difficultés, les attentes des usagers, pouvoir y répondre. Et ce programme de transformation vise à vraiment associer différemment les usagers à cette démarche, en les rendant vraiment acteurs, contributeurs à ces actions d'amélioration et de transformation. Ouais. Donc voilà ce que nous menons aujourd'hui avec 2,5 millions d'agents qui aujourd'hui sont mobilisés dans cette démarche et dans ce programme d'amélioration continue. De belles troupes. Thierry, les irritants, la réclamation, amélioration, innovation. Slogan, une exigence. Voilà, quel est ton point de vue, toi, en tant que blogueur, Académie du service ? Je dirais que déjà, quand on aborde le sujet de l'irritant, quand on dit irritant, déjà en soi, c'est le signe d'une démarche, d'une posture et d'une culture orientée client, orientée usager. C'est-à-dire, penser irritant, c'est déjà reconnaître qu'il y a différents degrés d'insatisfaction. Parler irritant, considérer les irritants, mener des projets pour résoudre justement ces problèmes, c'est être en phase avec le fait qu'on reconnaît collectivement, donc là on parle bien de culture, hein, c'est-à-dire le partage d'un certain nombre de croyances, on reconnaît qu'on n'est pas parfait. Donc, en se disant que finalement, dans nos métiers, là, ici, tous autour de cette table, eh bien, le zéro défaut n'existe pas. Dans le monde du service, le zéro défaut n'existe pas. Et donc, fatalement, on va être faillible. Donc, on va rencontrer des problèmes, on va faire vivre des situations pas toujours très bonnes à nos clients, à nos usagers. Donc ça, premièrement, c'est d'abord un bon signe, hein, une posture, une culture. Et comme je viens de le dire dans la pastille qu'on a vue juste avant sur la météo, et pour répondre à la question de plusieurs personnes, donc le chiffre, je le répète, hein, donc seulement 41% des Français reconnaissent dans 11 secteurs d'activité, dans l'étude qu'on vient de réaliser à l'Académie du service, seulement 41% des Français sont d'accord avec la proposition. Ils prêtent une forte attention aux avis et réclamations des clients. Donc ça montre à quel point les clients, les usagers sont en demande de réponses, hein, traiter mes problèmes, répondez-moi, gérez mon insatisfaction. Donc on a un appel. Donc ce baromètre de la symétrie des attentions a été publié, a été révélé il y a quelques semaines et sera publié dans les prochains jours sur le site de l'Académie du service. Alors le deuxième point, puisque tu me poses la question, je pense que c'est une vraie démarche profonde. Et d'ailleurs, en fait, l'histoire du marketing, l'histoire de la relation client, l'histoire de l'expérience client est en fait une histoire de traitement d'irritants. Hein. Je pourrais vous en citer quelques-uns en fouillant un peu dans d'ailleurs les pages de mon prochain livre, qui sera sur les petites histoires de l'expérience client et de la relation client. Est-ce que vous saviez qu'en 1871, James Jacob Ritchie, qui était le patron d'un saloon à Dayton aux États-Unis, il avait un irritant majeur, c'était que en fait, l'argent disparaissait. En fait. L'argent disparaissait de la caisse. Et donc, ça contrariait les meilleurs collaborateurs qui étaient très soucieux de la bonne gestion du saloon à l'époque. Et lui, évidemment, comme chef d'entreprise. Donc, il invente
la caisse enregistreuse. Donc à partir d'un irritant, en l'occurrence l'irritant du patron et des autres collaborateurs, il invente, il est poussé en fait, il se dit il faut absolument résoudre ce problème. Ensuite, on pourrait en citer un qui est bien connu ici à la marque, on en parle depuis des années, c'est la Poste en fait. Souvenez-vous de la Poste, la Poste qui est un grand sponsor d'ailleurs de la marque. Au tout départ, ici, c'était pas à l'époque dans les studios, mais parmi les toutes premières conventions de la marque, je me souviens, il y a 15 ans, eh bien, on avait les représentants de la Poste de l'époque qui expliquaient que la transformation de la Poste est d'abord basée sur une étude des irritants. Les principaux irritants, c'était la file d'attente, la réclamation et le fait d'avoir un avis dans sa boîte aux lettres alors qu'on n'a pas vu le facteur. Et c'est à partir de cette étude d'irritants clients-collaborateurs qu'ils ont lancé leur démarche contre toute attente, qui a donné les résultats qu'on connaît. On peut être fier d'ailleurs des résultats de la Poste française. Un grand projet de transformation basé sur un irritant. Après, on pourrait ajouter un autre insight aussi, on le qualifierait comme ça en termes de marketing, c'est les fondateurs d'Uber. Les fondateurs d'Uber se rendent à Paris pour assister à la conférence Le Web et ils sont à l'aéroport Charles de Gaulle et ils se disent mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réserver un taxi à l'avance facilement avec son portable ? Et ils inventent Uber à ce moment-là en se disant déjà on va commencer par San Francisco et ensuite Paris. Donc un irritant client qui se transforme en innovation, c'est un formidable réservoir d'innovation. Et c'est aussi une grande preuve qu'on s'intéresse sincèrement à une démarche d'amélioration de la qualité. Et enfin, je dirais que aujourd'hui, c'est à la portée de tout le monde. On a déjà tous les outils pour mesurer, capter, écouter le client sous toutes ses formes et puis détecter quelles sont les sources de satisfaction et les sources d'irritation. Ces sources de satisfaction justement et d'irritation, au niveau de Cofidis, qu'est-ce qui est mis en place peut-être pour aller attraper ces petites aspérités clients et puis comment vous les exploitez, s'il y a peut-être aussi une success story, une histoire à partager sur ce traitement des irritants? Oui, tout à fait. En fait, on a 10 millions de clients. Alors, quand on a 10 millions de clients et qu'on a la volonté de faire de chaque moment que vit le client et des bons moments et de les accompagner dans les bons moments et dans les mauvais moments, la réclamation va faire partie peut-être donc des mauvais moments qu'il va vivre. À partir de là, il faut se poser des bons capteurs. Et ces capteurs, il faut se les poser de façon globale dans l'entreprise. Et quand on va poser ces capteurs, on va regarder ce qui se passe du côté du client, ce qui peut l'irriter ou le satisfaire. Et on va les poser aussi du côté du collaborateur, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des moments, le client est insatisfait, alors que le collaborateur, lui, va simplement appliquer une procédure qui fonctionne bien, qui est validée par l'entreprise et sur laquelle le métier a été parfaitement fait. Et il peut aussi exister des satisfactions clients qui vont entraîner des insatisfactions collaborateurs parce que ça va être un peu plus particulier ou un peu plus délicat à faire, ça va prendre du temps, on ne va pas forcément comprendre pourquoi il faut faire autant de choses. Et c'est vrai que dans ces cas-là, comme on est sur cette symétrie des attentions, il va falloir porter attention aussi bien sur le côté de ce que l'on va améliorer pour le client, tout en veillant à ne pas détériorer et à pouvoir améliorer ce que va vivre le collaborateur. Donc cette symétrie des attentions, elle est vraiment tout le temps là. Et donc là, je voudrais vous prendre un petit exemple concret qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps, qui est arrivé suite à une conversation donc, avec un client à qui on avait traité donc, une insatisfaction. Et lors de cette négociation, à la fin, on lui avait dit écoutez, vous avez eu des frais bancaires à votre banque, on va vous les rembourser. Donc le client, content du geste commercial qu'on va lui faire, et on lui dit voilà, vous allez aller à votre banque, vous allez demander un justificatif des frais, vous allez me le retourner, je vais vous rembourser. Alors, dit comme ça, c'est une procédure qui est normale, parce qu'on est dans des milieux, on va dire, financiers, donc il y a quand même toujours des procédures et des protocoles qui sont appliqués et qui peuvent s'entendre et qui sont compris par les clients. Mais ce client-là, lui, ce qu'il me disait, c'était oui, effectivement, donc d'accord, c'est bien, c'est résolu, vous allez me rembourser mes frais. Il n'empêche que je vais devoir aller faire la démarche à ma banque, je vais devoir demander le papier, je vais devoir vous le retourner, etc. Donc finalement, lui, son insatisfaction, il m'a dit, comme ça, cash, il dit soit c'est parce qu'à un moment donné, vous ne me croyez pas sur le montant que je suis en train de vous donner, ou alors vous essayez de gagner du temps.
En fait, c'est pas ça du tout. C'est simplement qu'à un moment donné, on réagit face à une pratique qui nous paraissait être la bonne. Et le conseiller, lui, il l'avait fait de façon vraiment très courtoise et c'était vraiment très bien fait. Et ça respectait bien ce qu'on lui demandait de faire. Donc là, on s'est penché sur la question de cet irritant-là et on a découvert qu'effectivement, quand le client nous demande des frais à sa banque et quand on reçoit le justificatif, la somme qui était demandée correspondait au justificatif qu'on recevait. Dès lors, la question, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas rembourser le client sans justificatif, c'est-à-dire faire le geste commercial de suite, et du coup, tout de suite, le message qu'on envoie au client, c'est écoutez, je vous ai entendu, j'ai pu régler l'insatisfaction que vous aviez, je vais aller au-delà, je vais vous rembourser tout de suite parce que je vous crois. Ça, c'est un élément fort que l'on envoie au client, c'est de dire j'ai compris votre mécontentement et je fais un geste supplémentaire envers vous en vous facilitant la vie. Ça lui évite d'aller à la banque, etc. Le collaborateur, lui, de son côté, il va le gérer en une fois. Donc, il ne faut pas attendre le justificatif pour faire les démarches, etc. Donc, ça simplifie la vie du collaborateur également. Ça lui donne une autre posture vis-à-vis de ce client. Parce que tout de suite, il est beaucoup plus à l'aise pour aller lui dire effectivement, je suis content parce que j'ai pu résoudre sa problématique de suite et j'ai vraiment eu un moment fort avec le client qui était vraiment très satisfait. Et au final, si on va jusqu'on va dire au business de l'entreprise, on a dépensé la même somme à la fin. Et j'ai peut-être fait aussi gagner du temps au collaborateur qui Donc de l'argent. va pouvoir consacrer son temps-là à générer d'autres satisfactions sur d'autres points. Donc ça, c'était un exemple que je voulais vous donner parce qu'il me paraissait vraiment parlant. On a vraiment travaillé cet exemple, symétrie des attentions, collaborateur, client. J'ai trouvé que c'était un exemple intéressant à vous partager ce matin. Et ces irritants, justement, comment ils vous sont remontés? C'est à travers je crois que vous aviez évoqué, tu avais évoqué lors de précédents échanges des tables rondes, ça peut être via des enquêtes. Comment Alors, ça fait partie des bonnes pratiques que je voulais vous énoncer après, mais la première chose que l'on fait généralement, c'est de poser des capteurs. Et les capteurs, on peut les récupérer de plusieurs façons. Soit parce qu'on va faire des interviews avec des clients. Donc, on a pour habitude, avec des collaborateurs de l'entreprise, de mener des entretiens très qualitatifs avec des clients. Donc, on va rappeler des clients qui ont eu une insatisfaction qui est à présent terminée et on va leur demander ce qu'ils ont pensé de la façon dont on a traité leur réclamation. Parce qu'il faut savoir prendre du recul. Vous pouvez très bien donner une bonne réponse à un moment donné et que le client, en raccrochant une fois que c'est terminé, va peut-être rester avec un ressenti ou pas. Ou peut-être que 3 mois plus tard, quand on va le rappeler, il va se dire oui, effectivement, je suis réellement satisfait de ce qui s'est passé, ou il est peut-être resté un petit peu sur sa faim. Pourquoi ? Parce qu'on sait que derrière des irritants, il y a des moments où on va pouvoir apporter une réponse, que cette réponse va être satisfaisante pour lui, mais il y a des moments aussi, il ne faut pas se le cacher, on ne va pas pouvoir apporter une réponse qui va aller dans le sens du client, parce qu'il n'a peut-être pas non plus tout le temps raison, ou alors parce qu'on ne pourra simplement pas le faire. Mais il faut dans ces cas-là, avoir un côté pédagogique avec le client et puis de pouvoir lui expliquer comment se font les choses et pourquoi on peut les satisfaire ou pourquoi on ne pourra pas. Donc, rappeler le client après coup, rediscuter avec lui, nous permet de voir, au-delà du fond de la réponse qui a été donnée, c'est quelle forme on va donner. Parce que les clients n'ont pas tous la même personnalité, ne vont pas réagir aux mêmes remarques que l'on va leur faire. Donc au-delà du fond, il y a vraiment une réponse adaptée avec pédagogie et puis avec humanité à chaque client qui, un petit incident, ne va pas forcément avoir la même répercussion pour lui. Ensuite, on fait des études quantitatives. Donc on a des outils en interne qui nous permettent de faire des études poussées sur l'ensemble des verbatims des clients qui vont nous donner des indications très intéressantes et un peu chiffrées sur ce qui peut être plus poil à gratter. Et ça va nous donner un peu une volumétrie. Pourquoi ? Parce que tous les irritants doivent être traités du plus petit au plus gros. Et toujours s'interroger quand on a un irritant, même s'il nous paraît petit, c'est de se dire, il se situe où dans la chaîne de l'entreprise ? Parce que le client, il vit différentes choses. Il commence par un crédit, il va peut-être passer à l'assurance, il va peut-être avoir un problème de recouvrement. Enfin, il peut se passer plein de choses dans sa vie. Et de se dire, cet irritant-là,
Est-ce qu'il est tout seul à le vivre? Et c'est pas parce qu'il est tout seul à le vivre qu'on le traitera pas? Ou alors, cet irritant-là va concerner plusieurs clients. L'irritant dont je vous ai parlé, donc pour ce client qu'on pourrait appeler Monsieur Arnaud, mais c'était un irritant qu'il a vécu et dont il nous a parlé. Mais cet irritant-là, il était partagé par beaucoup de clients. Donc en fait, ce monsieur Arnaud nous a fait travailler sur un irritant qu'on a pu traiter et puis qui pourront dire merci à monsieur Arnaud parce qu'on n'en avait pas spécialement conscience et le métier et le job était bien fait finalement. On fait aussi des tables rondes avec des collaborateurs parce que les collaborateurs qui sont tous les jours avec le client, nos conseillers, ils sont nombreux, il y en a 800 et ils font un travail remarquable au quotidien. Et bien ces gens-là savent exactement ce qui satisfait le client, ce qui le rend mécontent. Et c'est eux qui peuvent nous dire aussi tous les jours, indépendamment de ce que va dire le client, ils vont nous remonter les insatisfactions du client et ils vont nous remonter leurs propres insatisfactions. Peut-être qu'ils vont venir me dire quelque chose pour lequel le client est très satisfait et qui est vraiment irritant pour eux parce que la procédure est un peu longue, plein de masques écrans à regarder, etc. Donc ça va nous permettre de le faire également. Donc voilà, c'est tout un arsenal en fait de choses. Et puis après, je pense à vous deux parce que vous nous pourvoyez beaucoup d'informations. Et la dernière partie du job que j'ai, c'est de regarder ce qui se passe sur le marché, comment les autres entreprises traitent les irritants. Et c'est vrai que régulièrement, on s'inspire de ce qu'on peut récupérer en termes de veille sur le marché, de ce que vont faire également des concurrents ou d'autres types d'entreprises en termes de bonnes pratiques. Ouais. On parle de concurrents. Là, ici, il y a au moins une personne qui a une concurrence qui est peut-être moindre justement au niveau de l'État, au niveau de l'administration. On a évoqué cette notion d'arsenal pour aller traquer justement ces irritants. Il y a notamment une démarche, parce que peut-être qu'on ne pourra pas tous les citer, même si on pourra élargir la palette. Il y a une plateforme qui a été créée à l'initiative justement de l'administration pour favoriser l'expression des irritants, réclamations, commentaires à l'égard de l'administration. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu et de cette démarche et puis peut-être des exemples de projets de services à qu'elle a pu donner lieu? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que dans les différentes administrations, il y a des enquêtes, des focus group, des démarches d'écoute des usagers qui sont, dans la plupart des cas, installées déjà depuis plusieurs années. Ça, c'est la première des choses. C'est vrai que ce que tu évoques, c'est-à-dire cette plateforme en lien avec le programme d'amélioration continue dont je parlais, donc Service Public Plus, c'est une démarche en fait qui engage donc l'ensemble des services publics, donc administration et opérateurs de l'État, donc 2,5 millions d'agents, comme je le disais, c'est quand même non négligeable. Et c'est vrai que pour dialoguer et avoir une vision finalement de ce que ressentent les usagers, on a les enquêtes, on a les entretiens, et puis on a cette démarche donc, où les usagers peuvent à la fois déjà consulter, et ça depuis plusieurs années, les résultats de leur service public sur ce site internet donc en lien avec Service Public Plus. Donc ça, c'est dans le cadre du renforcement de la transparence de l'État auprès des citoyens et aussi le renforcement de la confiance, puisque l'idée, c'est bien d'être dans cette double démarche. Et puis, aujourd'hui, un usager qui trouverait, par exemple, un formulaire administratif trop compliqué va avoir la possibilité de le télécharger sur ce site internet pour dire voilà, moi je ne m'y retrouve pas, je le trouve trop compliqué, les mots sont très compliqués, trop compliqués, comment peut-on faire pour le simplifier? Et donc au travers de ça, soit effectivement il y a d'autres citoyens qui vont exprimer la même attente, ou en tous les cas sa demande va être examinée pour qu'on puisse ensuite travailler avec le ou les services publics concernés pour simplifier ce document avec finalement sur la plateforme, vous avez des avant-après qui montrent aussi une simplification pour l'usager, puisque c'est bien l'objectif d'un service public, c'est de répondre à la demande des usagers, de simplifier au maximum ces démarches. Alors aujourd'hui, on a des démarches évidemment dématérialisées, mais on a aussi et on aura toujours, je dirais, des démarches qui garderont de la proximité, du service, de l'accessibilité
parce que c'est le cœur, entre guillemets, du service public que d'être auprès de l'ensemble de ses citoyens. Et puis, les citoyens ont aussi, les usagers ont aussi la possibilité de déposer les expériences qu'ils ont vécues avec un ou plusieurs services publics au travers toujours de ce site internet, expériences positives comme expériences négatives, l'idée étant derrière que les agents des administrations concernées puissent examiner cette expérience, puissent identifier effectivement là où l'irritant s'est fait ressentir quand c'est une expérience négative et puissent agir à la résolution du problème. Donc ça peut être un dysfonctionnement, on va dire, SI, c'est-à-dire j'ai besoin de télécharger une pièce jointe et un document, et ce document, il est trop lourd, donc ça ne passe pas sur le site. Donc on va augmenter la capacité, par exemple, des pièces qu'on peut télécharger. Ça peut être une démarche un peu structurante qui va faciliter la vie de l'ensemble des personnes qui vont réaliser cette démarche. Et puis ça peut être des démarches qu'on réalise en proximité d'un site. Et donc là, on est vraiment sur des améliorations des quick wins. On l'évoquait rapidement ensemble avant d'être ici. L'idée, c'est vraiment d'être au plus près du citoyen, au plus près du besoin, des attentes du citoyen, et donc de résoudre ces difficultés. Alors, en one-to-one, quand ça va être une réclamation à proprement parler, sur le site en question de Service Public Plus, l'idée, c'est encore une fois de déposer des expériences qui vont profiter à tous. C'est-à-dire qu'elles sont ces expériences consultables par l'ensemble des citoyens, et les réponses qui sont apportées par les agents publics sont également partagées pour l'ensemble, l'idée étant que, encore une fois, l'information profite au plus grand nombre. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que finalement, un irritant, ça peut être aussi lié à une méconnaissance. Donc à nous, au niveau des services publics, de davantage communiquer pour permettre justement de porter à la connaissance des citoyens tous les dispositifs qui existent et qui sont à leur disposition. Mais au-delà de ça, effectivement, on se rend bien compte que quand on explique, quand on fait preuve de pédagogie, même quand on est contraint par des démarches réglementaires, des procédures qui sont fortes pour lesquelles on n'a pas forcément de latitude pour changer telle ou telle décision, puisque ça va dépendre vraiment du contexte réglementaire. Mais en tous les cas, quand on fait preuve de pédagogie, quand on rappelle un usager, un citoyen insatisfait, pour lui expliquer, pour comprendre d'où vient son insatisfaction, pour comprendre qu'est-ce qui a généré son mécontentement, eh bien on se rend compte que quand on explique, quand on est pédagogue, quand on ne jargonne pas, parce que le jargon administratif, on le vit tous en tant qu'usagers, donc il y a de gros efforts qui sont menés aujourd'hui dans les services publics, et la simplification des documents, c'est un élément fort de la simplification de la relation aussi avec les usagers. Et donc l'idée, c'est vraiment d'être pédagogue, et on se rend compte qu'une fois qu'on est pédagogue, une fois qu'on accompagne la décision, par exemple, qui est prise et qui, dans un certain nombre de cas, ne pourra pas varier, eh bien les usagers, il arrive que des usagers remercient l'agent parce qu'il a pris le temps, il a décroché son téléphone, il a expliqué, et la situation est claire pour tous. Et ça fait, ça déballonne, si je puis dire, l'ensemble des démarches irritantes. Accessibilité, écoute, empathie, c'est des choses que vous vivez, que vous essayez de faire vivre dans vos maisons respectives. Cette notion d'empathie, on en a parlé pour les clients, même si Anne-Christine a commencé à l'évoquer également pour les collaborateurs. C'est peut-être un des sujets peut-être un peu faible pour certaines de nos entreprises. Je crois me rappeler qu'il y a quelques années, tu avais rédigé un billet du nom de l'oreille cassée. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de cette symétrie des attentions, mais côté effectivement irritant collaborateur peut-être? Alors, effectivement, quand j'avais utilisé l'expression l'oreille cassée, c'était pour dire à quel point il y avait un déséquilibre entre l'écoute client et l'écoute collaborateur. En fait, il y a un vrai paradoxe, et je trouve ça incroyable. C'est que dans les entreprises, aujourd'hui, on mesure la satisfaction des clients quasiment après chaque interaction. Donc maintenant, ça devient un standard. Alors les études à chaud, tiède, à froid, des baromètres mensuels, trimestriels, le NPS, la satisfaction, le Customer Effort Score. On a une batterie de mesures extraordinaires.
Et puis de l'autre côté, les collaborateurs, on a le bon vieux baromètre social annuel, dans le meilleur des cas parfois, et puis dont les résultats sont communiqués 3 mois après, parce que le temps que la direction générale étudie bien les éléments de langage. les éléments de langage, voilà. Puis ensuite, on le cascade aux managers qui se disent, oh là là, comment est-ce que je vais présenter le fait qu'on est un peu en recul sur le management, etc. Et puis 6 mois plus tard. Donc, c'est pour ça que je dis l'oreille cassée. Donc, trop souvent, il y a un déséquilibre. Alors, heureusement, c'est en train d'évoluer. Et d'ailleurs, grâce à la crise, on a vu que dans les 18 derniers mois, les entreprises qui avaient des collaborateurs qui étaient à distance se sont dit, il faut que je garde le contact. Et donc, il faut que je mesure aussi leur engagement, leur satisfaction, que je prenne des nouvelles. Et donc, il y a un équilibre nouveau qui se forme entre la mesure client et la mesure, et la mesure collaborateur. Alors, je voudrais revenir aussi sur un autre chiffre extrait du baromètre de la symétrie des attentions, et je vais vous le citer ici. Donc, les suggestions des équipes au contact du client pour améliorer le service sont écoutées et appliquées. Ça, c'est ce qu'on propose, donc un échantillon représentatif de la population française. Et on voit qu'il y a 50% de taux d'accord. Dans la téléphonie, c'est 35%, donc au plus bas. Donc, on pense que les suggestions des équipes ne sont pas écoutées, et pas appliqué. Et dans la distribution spécialisée, 64%. Donc effectivement, et en plus Anne-Christine vient de le dire, il faut aussi demander aux collaborateurs de participer à l'amélioration de la relation client, de l'expérience client, mais aussi l'amélioration de l'expérience collaborateur. Et il faut aussi considérer que finalement la voix du client et la voix du collaborateur, c'est deux sources identiques, symétriques, on pourrait dire, d'amélioration. On pourrait citer d'ailleurs une entreprise qui est membre de la marque, qui est BNP Paribas Cardiff, qui a créé la communauté des clients collaborateurs. Coquelicot, le nom est génial. Oui. En plus. Et donc, je fais appel à mes collègues, je fais appel aux collaborateurs qui sont clients. Parce que rien de mieux que de vivre soi-même des irritants aussi. On peut aussi détecter des irritants de cette façon. Et puis enfin, troisième chiffre pour parler de mise en symétrie, en miroir, si je puis dire, c'est que un autre chiffre issu du baromètre, les irritants collaborateurs sont traités avec la même importance que les irritants clients. C'est une des questions du baromètre. La réponse, c'est seulement 48% de taux d'accord chez les collaborateurs des entreprises françaises dans 11 secteurs d'activité. Donc là, on voit qu'il y a un vrai déséquilibre. Et là, je vais vous donner les extrêmes. Dans le secteur de l'énergie, c'est 58% de taux d'accord, donc 6 collaborateurs sur 10 qui sont d'accord avec le fait que dans leur entreprise, il y a un équilibre entre irritants clients et irritants collaborateurs. Alors qu'à nouveau, dans le secteur de la téléphonie et des fournisseurs d'accès à Internet, on a seulement 38% de taux d'accord. C'est-à-dire qu'on reconnaît que les irritants collaborateurs ne sont pas traités avec la même intensité, si je puis dire, que les irritants clients. Et là, on pourrait citer un autre exemple, et je vais parler d'un autre membre de la marque qui était d'ailleurs dans une des récentes conventions, qui est KPM. KPM, qui est une entreprise qui étudie les verbatims clients en profondeur, et fait notamment une étude formidable qui est le fameux tracker, mais en miroir. C'est-à-dire, il y a le point de vue des clients, le point de vue des collaborateurs, avec l'intensité qui est perçue, ressentie à certains moments du parcours, et c'est mis en miroir. Et devinez quoi, en fait, Laurent Garnier, qui représente KPM, avait fait un témoignage avec un client il y a quelques temps, disant qu'ils avaient commencé par détecter les irritants clients et les irritants collaborateurs, fatalement dans les deux trackers. Et en les mettant en miroir, ils ont découvert que le plus fort irritant client était le plus fort irritant collaborateur. Contre toute attente. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. C'est en l'occurrence une grande banque française. Et l'irritant en particulier, c'était les collaborateurs disaient, voilà, je suis embêté quand je dois dire, lorsque je suis en agence, à un client qu'il peut aller sur Internet, il peut utiliser l'application. J'ai l'impression, alors il y avait des verbatims qui étaient terribles, de creuser ma tombe parce que finalement j'envoie les clients ailleurs alors que je suis face à eux. C'est irritant, ils viennent me voir et je leur dis d'aller voir ailleurs. Et en fait les clients de l'autre côté, un irritant aussi très très fort, donc avec une forte intensité comme dirait KPM, les clients disaient mais j'ai l'impression qu'il ne veut plus me voir en fait quand il fait ça. Et là, on change, parce qu'en fait, c'est naturel que de vouloir expliquer aux clients les outils digitaux. Et je pense que c'est vraiment, ça part d'une bonne intention, mais c'est mal vécu, mal perçu des deux côtés. Et donc ça, c'est vraiment passionnant dans la mise en miroir qui est vraiment nécessaire
j'allais dire, presque indispensable dans la chasse aux irritants. Et c'était presque le cas cité par Anne-Christine tout à l'heure, c'est-à-dire finalement le collaborateur rame parce qu'il doit passer plus de temps et pareil côté client. En 1 minute à tous trois, s'il y avait une bonne pratique, j'ai envie de dire, made in Cofidis, ou en tout cas déployée chez vous, justement pour être à l'écoute de l'irritant collaborateur, elle serait laquelle ou ce serait lequel? C'est vraiment d'être au plus proche du terrain. Être au plus proche du terrain. Être au plus proche du terrain. Moi, je sais que régulièrement, je m'attache beaucoup à aller observer des collaborateurs, carrément sur le poste de travail, et d'écouter ce qui se passe. Parce qu'il y a ce qui vont me remonter si je leur demande ce qui se passe en termes d'irritants clients ou même pour eux. Et il y a ce qu'ils vont réellement me dire, et puis il y a ce que je vais pouvoir observer. Et donc c'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que d'aller, on va dire, en situation pour vraiment voir ce qui se passe concrètement sur le terrain et aussi entendre une conversation en vrai entre le client et le collaborateur. Je dirais qu'il n'y a pas meilleur cadeau qu'un client qui, à un moment donné, va vous dire « je ne suis pas content » ou un collaborateur qui va vous dire « je ne suis pas content parce qu'il se passe telle chose ». Parce qu'il nous donne en fait une chance d'arranger et de trouver une solution. Par contre, le pendant de la médaille, c'est que quand on relève des insatisfactions, et une fois qu'on a dit « collaborateur, je t'ai entendu, tu m'as relevé une problématique » ou le client en a relevé une, on sait très bien qu'on ne pourra jamais tout traiter en même temps. Parce qu'il faut à un moment donné se dire quel combat je vais prendre. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a des choses quick-win qui vont vite à faire. Il y en a d'autres qui vont être un petit peu plus complexes. Mais je trouve que ce qui est important derrière, c'est après, dans l'entreprise, véhiculer une vraie communication, information et formation de ce qui est vraiment une relation client intéressante et d'aller donner aux collaborateurs des retours, dire « grâce à ce que tu m'as dit, on a solutionné des irritants pour le client, mais grâce à ce que tu m'as dit, on a aussi solutionné des irritants pour vous. » Ce qui sera une sorte de close the loop qui est vraiment de boucler effectivement cette... C'est de boucler la boucle et de leur faire comprendre que tout ce qu'ils font au quotidien, parce que quand on fait vivre de l'amélioration continue dans l'entreprise, il y a ce qui est fait directement par les métiers, et ça on l'oublie souvent, mais pourtant ils font des tas de choses au quotidien pour améliorer les métiers, ce qui fait que ça évite des irritants. Et je trouve qu'il y a un travail qui est très important chez Cofidis, je trouve, sur ce point-là. Mais après, il y a aussi ce qu'on va solutionner en termes d'irritants qui sont trouvés, où là, les collaborateurs ont pleinement aussi en main souvent des solutions et des innovations apportées. On a parlé du terrain, un sujet aussi qui, je pense, doit être cher à Anne-Sophie également, où on est, semble-t-il, dans une démarche où le but est vraiment de permettre finalement au terrain, au local, d'être en capacité de décider, derrière cette notion de subsidiarité qui est de mettre vraiment en capacité de prendre la décision au niveau du local. Au niveau de l'administration, où, voilà, de par ce qu'on évoquait tout à l'heure, le nombre de collaborateurs, comment ça se passe en quelques mots, et surtout quelles sont les astuces pour arriver à inoculer ce virus sympathique. L'idée, c'est vraiment de se dire que ce sont les personnes qui font, qui savent le mieux. Ouais. Et donc la démarche dans laquelle on s'inscrit dans le cadre de ce programme d'amélioration continue, c'est vraiment de permettre au local, aux agents de terrain, à leurs managers, d'écouter les usagers, de s'écouter aussi pour effectivement identifier ce qui est favorable pour eux, bien sûr pour l'usager, mais ce qui est favorable aussi pour eux en termes de fonctionnement, en termes d'organisation, parce qu'on se rend compte bien évidemment que si les agents ont le sentiment d'être dans une organisation qui fonctionne, qui les entend, qui les écoute et qui derrière met en place des actions correctives, de fait ça leur donne envie de prendre des initiatives, ça leur donne envie d'aller plus loin et d'aller toujours plus loin au bénéfice de l'usager. Donc ça c'est vraiment quelque chose, une orientation forte qu'on veut donner, la notion de responsabilisation, la notion de donner envie et d'avoir envie de toujours mettre en place des initiatives pour pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des usagers. Donc ça, c'est vraiment une démarche et une volonté très forte dans le cadre de cette démarche d'amélioration. Et pas toujours simple, parce qu'on n'est pas tous dans des fonctionnements, y compris dans les différents services publics, mais pour le coup, il y a vraiment une émulation par rapport à cette démarche. Et on va être dans à la fois, je dirais, acculturation progressive,
Donc là, voilà, c'est en cours. Et puis derrière, de pouvoir dérouler les choses pour que chacun s'y retrouve et, encore une fois, offre le meilleur service à l'usager tout en écoutant le besoin de l'agent. Alors, avant de faire un dernier tour de table, j'invite juste la communauté qui est à distance, qui le souhaite, de pouvoir saisir sur Internet les questions qui seront posées et transmises par deux de nos administratrices dans quelques minutes. Mais avant, la question de ce dernier tour de table, c'est si vous aviez une amie, un ami qui devait s'attaquer à ce sujet effectivement des irritants, de ces fameux cactus, quel est celui que vous lui donneriez, chère Anne-Sophie ? Moi, j'en ai deux, là, spontanément. L'humilité, parce que voilà, l'humilité, ça permet d'être ouvert à ce que pensent les autres. Et puis, bien évidemment, en lien avec cela, l'écoute pour agir. Humilité, écoute, du côté de l'écurie Cofidis. Moi, je rajouterais, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je rajouterais aussi beaucoup d'empathie et beaucoup de communication. Il faut vraiment beaucoup expliquer les choses aux collaborateurs, aux clients et inciter, je dirais, les collaborateurs à vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour le client. Humilité, écoute, communication par la preuve. Je crois voilà, communication par la preuve, c'est ça. Le blogueur, s'il avait trois conseils. Un plan, trois conseils. Trois conseils. Trois conseils. Trois conseils. Alors, le premier conseil, on l'a dit, c'est-à-dire il faut aller vivre les irritants soi-même. J'aime beaucoup, par exemple, Blablacar. Chez Blablacar, il y a un certain nombre de principes qui sont des principes fondateurs des valeurs. Donc, c'est ce qui, en fait, un peu le ciment de la culture client de Blablacar. Parmi ces grands principes, il y a « Be the member ». Soyez vous-même le membre. Et donc, ce qui veut dire que tous les collaborateurs doivent faire l'expérience de Blablacar pour vraiment se rendre compte. J'ai un autre exemple qui est très récent. Vous connaissez peut-être Gorillas, qui est une entreprise émergente du quick commerce. C'est une licorne allemande qui est en pleine croissance. Et j'ai eu la chance d'interviewer le président de Gorillas France. Qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, en fait, il va livrer lui-même tous les vendredis soirs. Donc là, ce soir, vous avez peut-être une chance de vous faire livrer par le président lui-même. Et donc, rien de mieux pour découvrir les irritants. Ce que disait Anne-Christine, de se rendre compte vraiment, de le vivre, parce que finalement, quand on regarde des études, des résultats d'études, et on voit, 3,4% des clients sont très insatisfaits de ça. On passe les chiffres, on passe l'étude, on se dit, forcément, il y en a toujours. Mais quand on a vécu ces 3,4%, quand on les a entendus au téléphone, comme vous le dites, quand on a fait preuve d'humilité, quand on s'est dit, il n'est pas content du tout. Et là, tout à coup, vous vous dites, d'ailleurs, certainement, celles et ceux qui nous écoutent ont à tous les coups vécu une expérience. Il suffit que la présidente ou le président ait ses enfants ou un ami et qui ait vécu une expérience désastreuse, le lundi matin, branle-bas de combat au bureau, t'as entendu parler, le fils de la présidente ou du président a vécu ça ce week-end, alors là, il faut vite faire un plan d'action, etc. Ça devrait être fait un peu tous les jours. Deuxième conseil, et j'en ai parlé, c'est mettre les études clients en miroir des études collaborateurs. Alors là, on apprend plein de choses, et ça permet d'ailleurs de hiérarchiser, si je puis dire, le plan d'action pour gérer les irritants. Troisième conseil, on en a parlé un peu tout à l'heure. Ça pourrait presque faire un excellent titre de billet sur Internet, c'est « Les secrets de l'homme le plus riche du monde », Jeff Bezos. On en a parlé tout à l'heure. Jean-Sébastien Bellet et Philippe Moitié ont parlé de Jeff Bezos, avec les limites du système d'Amazon. Vous avez compris. Il n'empêche que depuis le début, depuis 1995, qu'est-ce que dit Jeff Bezos à ses collaborateurs ? On améliore tous les jours un petit peu l'expérience du client. Et donc, c'est pas traiter les irritants, c'est pas un projet. On se dit pas, pendant 6 mois, on va traiter les irritants, puis après, on fera autre chose. Non. C'est un petit peu tous les jours, en fait. C'est parce que tous les jours, il y a des nouveaux irritants, parce qu'il y a des nouvelles technologies, parce qu'on est confronté à des nouveaux problèmes. On crée aussi, on génère, et Christine racontait cette histoire tout à l'heure fantastique, on génère soi-même des irritants sans s'en rendre compte. Donc, il faut être très vigilant et un petit pas tous les jours. C'était le troisième conseil. Merci, Happy Blogger. Nous allons passer dans quelques secondes en régie où nous devrions retrouver deux de nos administratrices, à savoir Isabelle Rochat et Hélène V. Voilà, bonjour merci à toutes deux. On vous écoute. Bonjour à tous nos internautes qui nous voient. Ici le SAV de la marque, mais le téléphone sonne, on décroche tout de suite. SAV de la marque, bonjour. Oui, bonjour Jean-Robert.
La première plainte, 4000 ans, elle a 4000 ans la première plainte. Ah bon, on va en parler à Thierry de ça, hein. Tout de suite il va nous dire quelle est la première entreprise. Merci Jean-Robert pour la question, hein. On passe tout de suite la parole à Thierry. Thierry, tu l'as compris, la première plainte, elle a 4000 ans. Quelle est l'entreprise qui a été vraiment précurseur dans la prise en compte de ses clients ? Oh là là, alors là, en l'occurrence, c'est un vendeur dans Mésopotamie. Hein. Exactement. J'en ai parlé sur mon blog, la plus vieille réclamation du monde. En fait, la réclamation, c'est vieux comme le monde. Hein. Transformer le pépin en pépite, la marque aurait dû être créée d'ailleurs quelques centaines d'années avant Jésus-Christ. Les entreprises, naturellement, on pourra répondre, parce que j'ai pas tout à fait la réponse à cette question, mais me dire que les commerçants... Ton saloon déjà, oui, il y a pas le mal. saloon, bon, bien sûr, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais un commerçant, c'est traiter naturellement un irritant, c'est son quotidien, parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que c'est aussi parfois une question de survie, hein, quand on est dans une petite unité. Donc, un bon commerçant, c'est souvent, et ça c'est depuis la nuit des temps, hein, c'est traiter les irritants clients, les connaît parce qu'il les vit lui-même, hein. Il est proche de ses clients. Donc ça serait peut-être ma réponse, mais je vais aussi creuser, pourquoi pas, et essayer d'y répondre dans mon prochain livre, pour raconter des petites histoires. C'est ça, l'objet d'un prochain billet. Écoutez, les amis du SAV, on va revenir vers vous. Si jamais vous avez 2-3 questions, on va les traiter par groupe. Très bien. Bien effectivement, Marie-Louis, une deuxième question, là, l'attention plutôt de Christine. En fait, on a eu un très très gros débat avec différents internautes qui nous ont appelés et qui sont tous, qui ont rebondi sur une histoire qui parle vraiment de l'effort client. Et c'est effectivement un témoignage sur une expérience vécue chez Decathlon dans laquelle le client s'est vu remettre finalement le prix d'achat d'un produit sans même que le vendeur aille contrôler ce prix d'achat. Donc, est-ce que l'effort client, finalement, participe à cette expérience ? Et particulièrement pour Anne-Christine, la question, c'était, est-ce que chez Cofidis, on pourrait dire qu'il y a un... Est-ce que Cofidis, pourrait nous en dire un petit peu plus sur le parcours « Je suis mécontent et je le fais savoir ». Alors, le parcours « Je suis mécontent et je le fais savoir », en fait, il s'appelle comme ça déjà parce qu'en fait, on voulait reproduire l'action qui est faite par le client. Et c'est vrai que quand il appelle, il dit « Je ne suis pas content et je voudrais en parler ». Oui, donc déjà le fait de l'appeler avec le nom d'action voilà, à la du première client, personne du singulier, voilà, c'est très fort pour les équipes. C'est très fort pour les équipes. Donc déjà, quand on en parle pour, on va dire, communiquer dans l'entreprise sur ce que l'on va faire pour le traitement des irritants. Oui, c'est pas process irritant. C'est pas process irritant. J'ai une réclamation, donc c'est le client qui parle. C'est le client qui parle et le client va parler de problématiques liées à des insatisfactions parce que peut-être un produit pas reçu, ou une insatisfaction parce qu'on lui a peut-être pas bien parlé à un moment donné. Donc il va nous receler des avis aussi bien sur le fond que sur la forme. Et quand on traite en fait ces sujets d'insatisfaction, donc dans l'entreprise, tout un chacun, depuis le SAV, va traiter des insatisfactions et il va arriver qu'à certains moments, on ne va pas arriver à les traiter pour des raisons variées. Soit parce qu'on n'a pas connaissance pleinement du sujet ou le client va vraiment vouloir provoquer une situation de mécontentement. Et dans ces cas-là, sa réclamation va être traitée donc, par des collaborateurs qui connaissent très bien tous les rouages de l'entreprise, toutes les procédures et ont aussi une très bonne connaissance de la façon dont ils vont s'adresser aux clients. Et dans ces cas-là, on va essayer d'apporter une réponse donc, à ce client sur un premier niveau de réclamation, sauf que parfois, vous le savez, on a beau apporter une solution, soit elle ne va pas être comprise, soit le client va juger qu'elle n'est pas suffisante, et on va aller dans un autre degré de réclamation client. Et donc, toutes ces réclamations-là, on sait qu'il y a un certain nombre de thématiques qui vont générer plus d'insatisfaction que d'autres. Par exemple, les gens vont dire « Tiens, je viens de solder mon crédit et puis je ne comprends pas pourquoi vous m'avez prélevé des frais ». Ou alors, ça va être « Tiens, j'ai retourné un colis et pourtant vous m'avez prélevé ». Et donc, il va y avoir des cas d'insatisfaction que l'on va pouvoir gérer parce qu'ils sont plus nombreux. Et donc, on va pouvoir en sortir des bonnes pratiques en allant observer sur le terrain ce qui va se passer
on va trouver facilement des solutions, mais il y a parfois des irritants qui vont être des choses beaucoup plus particulières sur lesquelles il faudra vraiment agir de façon plus précise. Et dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est que l'on construit des chantiers métiers. Donc il y a des chantiers qui sont faits au sein des équipes pour traiter les irritants, mais on draine également des chantiers métiers qui vont être traités de façon plus particulière. Et on va proposer à des collaborateurs de l'entreprise qui traitent de la réclamation de se mettre en petits groupes et de se dire, tiens, cet irritant-là, il concerne le client, il peut concerner aussi le collaborateur. Et si on le travaillait ensemble, et on essaye de trouver ensemble une solution, une fois que cette solution est construite, elle est validée donc dans l'entreprise. Donc c'est les personnes qui sont vraiment sur le terrain, qui recherchent en fait des solutions, qui vont les construire, qui vont les proposer et qui vont aller jusqu'à informer ou former les autres personnes de l'équipe sur le terrain pour se dire, ben voilà, désormais, pour cette problématique-là, voilà comment on peut procéder. Donc en fait, le gros principe de la recette, c'est de l'amélioration continue, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et toujours aller sur le terrain, toujours expliquer comment on doit procéder, ce qu'on a trouvé en termes de solutions, et puis expliquer aussi qu'en même temps, qu'est-ce qu'on a pu solutionner pour le collaborateur. C'est un travail en fait un petit peu de petite fourmi, mais c'est un travail qui s'accompagne avec beaucoup de communication. Avant de retourner, peut-être prendre une dernière question. Démonstration toujours et concertation de toutes les parties prenantes. Une question peut-être pour toi, Thierry. Et je pense que c'est en creux ce qui est évoqué depuis tout à l'heure, c'est aussi comment on priorise justement les irritants, parce que c'est rarement ce qui manque. Pourquoi s'attaquer à celui-là plus qu'à un autre? Est-ce que c'est par des questions de valorisation de clientèle? Est-ce que c'est des récurrences? Est-ce que c'est ce qui plombe le plus? Qu'est-ce qui sort? Bien sûr, la récurrence, mais il y a l'intensité généralement dans l'émotion. L'irritant, l'étude des irritants, la chasse aux irritants est une excellente voie pour prendre conscience de la dimension émotionnelle de l'expérience client et de l'expérience collaborateur aussi. L'humilité, l'écoute que disait... oui, et de se dire, il y a des irritants qui ont plus d'impact émotionnel, et donc forcément déclencher qui vont être des sources d'insatisfaction très importantes et qui vont être source de mauvaises recommandations, d'insatisfaction, de mauvais bouche à oreille, d'irritation permanente. Donc les prioriser, c'est effectivement... Alors il y a la récurrence, bien sûr, il y a le nombre de clients touchés, enfin il y a mille et une façons de prioriser, mais une des bonnes façons, c'est l'intensité émotionnelle. C'est ce que fait d'ailleurs KPM avec ses trackers, c'est de montrer avec les yeux du client ou du collaborateur les intensités des mots qui sont utilisés, l'étude des verbatims. Donc ça, c'est une formidable façon de passer au tamis pour essayer de trouver des pépins, les plus gros pépins, en fait, c'est ça. Well done. Dernière question, nos amis du SAV, chères administratrices, est-ce que vous avez une question, une dernière? Oui, on avait une question pour Anne-Sophie, parce qu'il a été beaucoup question dans le chat et dans les échanges entre nos adhérents sur la partie chat, il a été beaucoup question de confiance. Et pour Anne-Sophie, on a Anne-Catherine qui soulève la question de cette confiance. Comment les agents et les collaborateurs des services publics sont sensibilisés à cette confiance que l'on doit témoigner à l'usager, et est-ce qu'il y a des pratiques au sein des administrations à ce sujet? Anne-Sophie. Tout à fait. On évoquait tout à l'heure le programme Service Public Plus, donc de transformation des organisations, des services publics au bénéfice de l'usager. Ce programme est constitué de 9 engagements. Le premier engagement concerne la bienveillance et le droit à l'erreur. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de considérer que dans la plupart des cas, le citoyen, l'usager est de bonne foi
Et dans sa démarche avec l'administration, avec le service public, eh bien, on va identifier tout un tas de situations qu'on va examiner et que les agents identifient et examinent au moment où l'usager se présente ou les contacte, quel que soit le canal, avec un certain nombre de motifs et d'occurrences aussi, qui vont permettre de se dire, eh bien là, tout à fait, il n'y a pas de souci, moi je vous fais confiance, on va pouvoir mettre en place telle ou telle solution alternative pour pouvoir vous permettre de sortir de cette difficulté. Donc la notion de confiance, c'est la transparence que j'évoquais tout à l'heure sur le fait que tous les citoyens aujourd'hui peuvent consulter des résultats de performance, de satisfaction de la part, qui sont mesurés dans leur service public. C'est aussi une façon, encore une fois, de montrer la confiance qu'on veut restaurer ou en tout cas renforcer auprès des citoyens quand on travaille dans un service public, quand on est un agent public ou quand on est un patron de service public. L'idée, c'est bien celle-ci. Donc la confiance, la bienveillance et le droit à l'erreur, c'est un élément très structurant dans la démarche aujourd'hui des services publics. Avant de poser une dernière question à Anne-Christine, on va se séparer, mon cher Thierry, pour te retrouver dans quelques instants. Oui, je vais préparer une petite surprise. Je vous retrouve dans quelques minutes. Tu vas courir, mon pauvre, mais à tout de suite, on sait que ça vaut le coup. À tout de suite. Justement, Anne-Christine, cette notion de confiance, comment on l'a fait vivre chez Cofidis, parce que rien n'est jamais acquis. Comment on la distille, comment on l'entretient, cette humilité, cette écoute. C'est du contact régulier avec les clients, c'est la table ronde. On parlait tout à l'heure de l'importance de reconnecter, de vivre la relation au milieu des centres d'appel, des services clients, par exemple. Oui, c'est quelque chose la confiance est quelque chose qui se gagne au quotidien et qui peut se perdre très vite. Ouais. Et parfois, on la perd très vite sans trop savoir pourquoi. Parce que ce qui va être déterminant, c'est l'écoute que l'on aura pu faire. Et donc, pour travailler en confiance, et puis je dirais inciter les collaborateurs aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes, et aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes vers le client et de résoudre des insatisfactions, c'est aussi de leur faire des retours réguliers. C'est de se dire, quand on relève, par exemple, des irritants, retourner les voir, et puis leur dire, voilà ce qu'on a réussi à arranger. Voilà, grâce à toi, ce qu'on a pu mettre en place. Et voilà comment on va pouvoir continuer à améliorer les choses pour le client, pour toi et pour l'entreprise. Ouais. Donc cette confiance, elle doit vraiment s'exprimer par un dialogue quasi quotidien avec les équipes et avec le client. Démonstration par la preuve, on parlait de confiance et je crois que c'est une de nos adhérentes qui, il y a quelques jours, me disait il y a les ministères qui interviennent. Il y a maintenant effectivement une sorte de droit à l'erreur, je ne sais pas quel est le nom exact qui est donné dans le cadre de la déclaration des impôts, et qui me disait j'ai reçu ce message et du coup je me suis dit est-ce qu'ils ont identifié que j'ai pu commettre une erreur et donc c'est un appel du pied A, donc la confiance, voilà, le temps de ça pour chaque contribuable, pour chaque client, effectivement, de voir qu'on lui fait confiance, ça peut même déstabiliser. Donc la personne se disait, j'ai dû faire une erreur. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir... Bien sûr, de pouvoir modifier a posteriori si jamais il y avait une... À la fois modifier, arranger la situation, et puis aussi prévenir les erreurs. Exactement. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment celle-ci, c'est-à-dire que dans la mesure du possible, tout à l'heure tu évoquais la communication, dans la mesure du possible, communiquer auprès de l'usager parce qu'en fonction de sa situation, il est plus susceptible de commettre telle ou telle erreur. Donc l'idée, c'est d'anticiper ça et de lui expliquer pour que justement le problème ne se pose pas. En revanche, si erreur il y a, accompagner l'usager pour que l'erreur soit réglée et que la situation soit résolue. Très bien, écoutez, merci à toutes deux, Anne-Sophie, Anne-Christine. Une bonne fin de semaine, une bonne fin de matinée ensemble. Si vous souhaitez rester tout à l'heure pour la pizza party qui nous attend, vous êtes les bienvenus. Avant de rejoindre Thierry, son ouvrage, Avez-vous le sens du client, qui est une recension d'un certain nombre de billets de Thierry avant l'apparition d'un ouvrage, Thierry nous l'évoquait tout à l'heure, et puis également un manifeste plus récent encore, qui est sorti il y a quelques jours des presses, Symétrie des attentions, et qui, celui-ci, concerne effectivement les entreprises à mission. Et pareil, un lien vous est proposé sur la plateforme pour pouvoir vous le procurer si vous le souhaitez.
avant de rejoindre la publicité, nous allons rejoindre Thierry, mais pendant la page de pub, vous verrez des informations concernant les pépites café avec des dates qui vous seront proposées pour des pépites café, donc qui sont des rendez-vous mensuels en version encore numérique pendant quelques temps pour vous permettre de vous approprier des problématiques et surtout des expertises, cette fois-ci plutôt de côté de nos adhérents prestataires de services en relation client. Nos clubs métiers aussi, bonne nouvelle, vont reprendre physiquement en 2022. Les clubs métiers, c'est quoi? C'est de permettre à nos adhérents de l'agroalimentaire, de l'immobilier, du transport, de la banque, de l'assurance et tant d'autres de se réunir par secteur d'activité sur un format généralement d'une demi-journée où là, on va ensemble aborder un sujet avec du partage de bonnes pratiques. Et également, le club Grand Ouest et le club Plein Sud qui vont reprendre également en 2022. Mais déjà, des rendez-vous sont calés et vous sont proposés via des visios. En novembre, on calera les dates et les sujets de nos rencontres de 2022. Et puis, autre et dernier point, vous aurez, j'imagine, aussi un lien sur la plateforme qui vous sera proposé. Si vous souhaitez rejoindre, poursuivre nos interactions, notamment avec la communauté LinkedIn et Twitter, voilà, n'hésitez pas à interagir. Et je vous parle de ça, pourquoi? Car nous avons également et notamment lancé hier un petit post pour permettre de récupérer vos verbatims, vos anecdotes et vos motifs de fierté en tant qu'acteur de la relation client. Donc n'hésitez pas à commenter sur ce post LinkedIn. On avait publié, édité et mis à votre disposition il y a 2 ans cette fameuse affiche « Transformer le pépin en pépite ». Ces bonnes règles, ces leçons. On compte faire la même chose avec cette étude sur les fiertés. Voilà. Écoutez, je ne vais pas faire plus attendre notre ami Thierry qui doit être prêt à vous accueillir, mon cher Thierry. C'est à